j'ai déjà évoqué ces phénomènes. Au niveau de l'Espagne, grand fait marquant, très grosse présence et très grosse offensive au niveau de l'Espagne, au niveau de l'exportation, mais ils sont marqués par une guerre de prix très très forte au niveau du marché local, domestique, et qui affecte nettement leurs résultats, à l'exception d'un grand intervenant qui est un nouveau intervenant et qui a beaucoup d'ambition sur ce marché. Okay, la Russie, on en a parlé, l'Australie, on en a parlé, l'Allemagne, on en a parlé, 3 grands groupes en Allemagne et 3 grands groupes au niveau de l'Australie. Au niveau des autres pays, donc des croissances non négligeables, un autre pays qui va se développer très fort, je peux actualiser les chiffres. Un exemple d'un pays qui est très très important au niveau de son marché, qui a une explosion actuellement, c'est le Brésil. Le Brésil produisait 7 millions de bouteilles. J'avais comme chiffre en 2010 14 millions. On vient de refaire une visite à plus de 3 semaines au Brésil. Ils sont déjà passés à 18 millions, avec une volonté de croître, donc, et une qualité qui est non négligeable. Avec aussi dans ce pays-là des méthodes traditionnelles, et pas seulement. Et c'est un marché qui est en pleine explosion au niveau du lac tranquille. Et pour vous citer quelques exemples dans la région, c'est le premier consommateur, le Brésil, ou Sao Paulo, c'est la première ville consommatrice de Romanée Conti dans le monde. Premier consommateur aussi de... C'est bon? Donc le Brésil, grande croissance au niveau de ce pays-là. Voilà. Et après d'autres marchés qui font aussi des effervescents, mais de manière plus restreinte, mais en croissance. L'Angleterre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en Scandinavie et au Japon. Une statistique qui vient de sortir et qui me paraissait intéressante, l'IWSR a publié ses perspectives de croissance sur ces 5 pays pour les 5 prochaines années. Et là, on parle de millions de caisses. Ils estiment que les effervescents au niveau de la Russie, le potentiel va croître dans les 5 prochaines années de 3,3 millions de caisses, aux États-Unis de 1,8 million de caisses. Je rappelle que pour des potentiels au niveau local, par exemple les États-Unis, d'un peu plus de 65 millions, on est en train d'évoquer ici des chiffres de croissance de plus de 30% sur ces pays-là. L'Australie devrait croître à 1,5 million de caisses, l'Angleterre idem, et l'Ukraine de 600 millions de caisses. Donc c'est des phénomènes assez importants. Donc ils partagent cet optimisme au niveau de la croissance, et je pense qu'on peut avoir confiance dans l'avenir. Au niveau, et pour schématiser, excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés qui pourraient être dans la salle, mais on a des grands players, des grands acteurs au niveau de chaque pays. Il y a beaucoup de sociétés. On assiste globalement au niveau du monde entier à un phénomène de consolidation pour 2 raisons. Ceux qui sont présents sur les effervescents souhaitent dans leur globalité et beaucoup grandir sur cette famille-là, ou ceux qui ne sont pas sur la famille des effervescents et qui sont dans les vins tranquilles souhaitent rentrer sur ce marché-là pour compléter leur gamme. Donc on assiste à pas mal de rachats, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, avec des marques de Pernod Ricard qui viennent d'être vendues, ou ailleurs, et ce phénomène devrait continuer. Par contre, ça reste toujours quand même un marché fragmenté, puisque le top 35 au niveau mondial, selon nos bases de données, représente globalement 750 millions de bouchons, c'est-à-dire plus ou moins 37% de la production mondiale. Donc c'est toujours fragmenté. Si vous comparez par rapport à la bière, ou même encore par rapport au spiritueux, ça reste des boissons, c'est un marché encore très fragmenté. Voilà. Alors, au niveau des perspectives, et là vous allez peut-être rire par rapport à nos commentaires, puisque c'est des choses que vous faites au quotidien et que vous connaissez beaucoup mieux que moi, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce segment. On pense, nous, avec les éléments qu'on récupère, la première, pourquoi cette croissance? Le premier, on pense que l'effet crise entraîne une consommation
au niveau du domicile. Les personnes, et on le voit bien dans les statistiques au niveau des restaurants qui ferment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, au Portugal, c'est dramatique au niveau des restaurants, bon nombre de personnes ont décidé de réduire leurs dépenses au niveau de la restauration et se replient à leur domicile. Souvent, par contre, malgré la crise, ils veulent passer un bon moment pour oublier le fait de ne pas être au restaurant. Et on pense que le fait et toutes les valeurs positives qui sont véhiculées au niveau du champagne, et là, le bouchon est largement associé, à la fois le POP, mais à la fois l'association du bouchon Liège, je dis bien Liège, avec la bouteille, a un rôle majeur. C'est un process qu'on a, parce que le vin est une chose majeure, mais c'est pas suffisant, et vous le savez très bien. L'imaginaire et la part de rêve dans ce segment-là est gigantesque. Et le consommateur est très touché. Et nous, à notre propre échelle, on pense aussi que la majorité des clients ne sont pas obligatoirement des experts au niveau du bouchon. Je pense qu'ils le sont un petit peu plus au niveau des vins. Ils sont un peu plus experts au niveau des vins tranquilles, mais un peu moins au niveau des champagnes, ce qui n'est pas obligatoirement un problème. Mais ils veulent, par cet achat de vins effervescents, apporter du positif, ce qu'on appelle un peu le phénomène de cocooning, au sein du domicile. Donc voilà notre première conclusion. Les effervescents, pour nous aussi, et ça je crois que c'est un facteur qui a été relevé par le Luxembourg, et je rejoins assez cette conclusion, on ne s'en rend pas compte parfois, mais les effervescents sont des produits accessibles en prix. Et il y a des marchés où il est plus bon marché d'acheter un vin effervescent qu'un vin tranquille. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans bon nombre de pays, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Quelles sont les méthodes? Est-ce que c'est une méthode champenoise ou pas? On peut se poser des questions, mais il y a des enseignements tirés. Ça pousse la consommation, d'une part, et il y a aussi des potentialités sur certains segments pour vendre plus cher. Le segment aux États-Unis des vins tranquilles qui explose en ce moment, et le segment des vins entre 6 $ et 20 $. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le même au niveau des vins effervescents. On voit, et ça c'est très intéressant, que non seulement avec cette crise, la partie haute au niveau des vins tranquilles est en train de baisser, mais on voit aussi que durant cette crise, les vins qui sont inférieurs à 6 $ est en train de baisser aussi. Donc il y a des conclusions intéressantes à tirer par rapport à ça. Mais on peut se tromper. Bon, par le fait aussi, donc, comme je disais en point 1, l'évolution familiale, ça veut dire aussi que la femme a un rôle de plus en plus important à jouer dans l'acte d'achat. La femme a beaucoup d'aptitudes et a beaucoup d'attractivité par rapport au bouchon, au vin effervescent, et elle représente 70% de l'acte d'achat, des achats en supermarché. Donc elle joue son rôle. Et plus on passe de temps à la maison, et plus la femme va en acheter, et certainement plus, elle va acheter des effervescents. Ce sont des conclusions qui sont peut-être simplistes, mais c'est des conclusions qu'on tire. Amélioration de la qualité des effervescents dans de nombreuses régions, de nombreux pays, ça joue. Les effervescents progressent de manière très forte en France, on l'a vu, mais progressent aussi dans certaines autres régions. Mais par contre, il y a certains pays qui progressent, et ce n'est pas la France, et leur qualité de vin au niveau des effervescents ne progresse pas autant, ou ne progresse pas du tout. Et ça c'est une source d'opportunité pour des régions, pour des pays comme la France, qui ont des effervescents de très grande qualité et qui ont beaucoup de parts de marché à prendre à d'autres intervenants qui seront sur des mêmes niveaux de prix, qui ont peut-être des marques un peu plus fortes, mais qui n'ont pas du tout la même qualité de produit. C'est une personne. Les effervescents passent aussi, et ça on trouve ça nouveau, et je pense que ça peut expliquer les chiffres qu'on a un petit peu, d'une consommation qui était jusqu'à maintenant événementielle, on célèbre l'anniversaire, Noël, je vous l'explique pas, vous le savez mieux que moi, à une consommation qui est beaucoup plus régulière. On prend l'apéritif. Alors ça existait déjà dans un bon nombre de régions, mais ça se développe, ça se développe. Et ça ne se développe pas obligatoirement en France, mais ça se développe de plus en plus à l'étranger. Vous allez en Chine, vous allez, pas encore, ça je ne l'ai pas vu, pardon. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique du Sud, on prend une coupe. On prend une coupe. C'est pas des choses qu'on voyait il y a encore quelques années. C'est nouveau. Donc ça, cette consommation, elle est très très intéressante. Elle est porteuse de vraiment beaucoup d'espoir. Et si c'est le cas, les besoins vont être gigantesques. Derrière, autre exemple, autre explication aussi, le Drink Pink,
qui, peut-être, dans les effervescents, prend encore plus sa mesure que dans les vins tranquilles. Voilà, c'est quelques éléments. Autre élément qu'on a pu juger et qui peut être intéressant pour... on l'a jugé dans 2 pays. Et ça, c'est des échanges avec nos clients aussi. Hein, et on reste modeste. Hein. Là, on récolte, on récolte, on récolte. Il semblerait qu'en Afrique du Sud et aux États-Unis, certaines communautés, la communauté noire, commencent à boire des vins effervescents. Et des vins effervescents sucrés. Alors vous allez me dire quel drame, etc. Moi je ne le vois pas comme ça. C'est peut-être un élément très favorable, parce que souvent on s'est aperçu que dans beaucoup de pays, le premier contact qu'a eu un consommateur avec le vin a été souvent à partir de vins sucrés. Et après, la complexité s'est développée et ses goûts ont évolué, mais on a gagné des consommateurs. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a vu vraiment, on le voit aux États-Unis et en Afrique du Sud. Alors ça mérite d'être connu, c'est encore petit, mais si c'est le cas, ça va ouvrir des perspectives qui sont très intéressantes. Et après, bien sûr, de très gros efforts ont été réalisés par les marques, les interprofessions, pour faire connaître les produits dans le monde entier. Voilà. Donc, en conclusion, sur notre partie, je vous demande d'être très gentil avec nous, hein, puisque c'est une vision d'un fournisseur qui n'est pas dans la partie. On pense, nous, au niveau du groupe Amorim, on fait globalement, pour l'instant, un tiers des bouchons dans le monde, au niveau des effervescents. On croit beaucoup dans ce segment, on y croit depuis longtemps, on a développé nos capacités de production, on va continuer à les développer, parce qu'on est en train de se préparer à quelque chose, à un phénomène qu'on pense qui peut être très important. Voilà. Et on pense que ça peut être dans tous les pays, on peut être que ça peut être sur tous les segments, mais en tant que Français, je pense qu'il y a des pays qui peuvent saisir cette opportunité vraiment et qui peut continuer ce qui a été déjà fait, qui a tous les atouts pour avoir une croissance très forte, c'est la France et bien sûr la Champagne, mais aussi ces magnifiques créments que vous faites tous dans les régions et qui peuvent véhiculer des valeurs magnifiques dans tous les pays. Je crois que donc on a un avenir très intéressant ensemble, en associant, et ça je tiens à le souligner, en associant toujours le vin effervescent avec le bouchon de liège, parce que si on rompt cette harmonie parfaite, ce couple harmonieux, on risque d'avoir un problème. Et ne sous-estimez pas dans les effervescents cette association. Ça ne nous désengage pas de nos responsabilités, bien au contraire, de vous apporter tous les jours des produits encore plus performants, beaucoup plus fiables et de meilleure qualité. Ça, c'est notre rôle. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une